2020, c'est presque terminé. À quelques heures du passage au nouvel an, on s'active un peu partout pour réveillonner entre proches. À Ouagadougou, les espaces de réjouissance sont en plein préparatif. Dans un contexte de crise sanitaire, comment relever justement le défi du respect des mesures barrières? Nous ferons le tour de quelques lieux pour constater l'ambiance. Changer de fusil d'épaule dans la gouvernance économique, voilà ce que demande le CIFOEB au président du Faso au cours de son deuxième mandat. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget qui parle d'un premier quinquennat entaché de banalisation, de négligence, de corruption, de mauvaise gouvernance dans la gestion des finances publiques. Assumer son rôle de chef de file de l'opposition à travers des critiques constructives pour l'ancrage de la démocratie. La passation de charge n'est pas encore effective, mais la validation des mandats des députés lui permet déjà d'exercer ses fonctions de CIFOP. Edi Komboyogo présente ses vœux au peuple burkinabé. C'est la réconciliation nationale, la paix et la sécurité qui priment sur les autres vœux. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Dans quelques heures seulement, l'humanité va basculer dans la nouvelle année 2021. Au Burkina Faso, comment ce passage au nouvel an se prépare? On s'active un peu partout pour passer de bons moments en famille ou entre amis dans les lieux de réjouissance. Mais il y a cette question majeure, comment faire respecter les mesures barrières dans ces lieux alors que les cas de contamination sont à la hausse? Une équation à laquelle certains espaces tentent de répondre tant bien que mal, mais ils sont tout de même francs. La tâche ne sera pas aisée. Arsène Konditamdi. Ouagadougou, 31 décembre 2020. La ville se prépare à passer à la nouvelle année. Ce dernier virage est un moment de grand rassemblement en famille ou dans les lieux de réjouissance. Mais attention, car comme le rappelle cette affiche, la Covid-19 est encore bien présente. À la date du 29 décembre, 94 nouveaux cas ont été confirmés, portant à 6631 le nombre de cas confirmés depuis la survenue de la maladie en mars dernier. Comment éviter que toute cette euphorie n'engendre la propagation massive du virus au sein de la population? Dans ce maquis situé à Dapouya, on a prévu des dispositifs de lave-mains aux différentes entrées. On a le savon à liquide, et c'est ce qui est utilisé ici. Et vous ouvrez, vous lavez bien les mains, vous prenez le savon ordinaire, vous lavez, vous frottez, ensuite vous rincez les mains. Et c'est chuté à chaque bout de la terrasse. Ouais. Et puis au milieu de la terrasse. Ici, le port du masque n'est pas obligatoire, mais le propriétaire de ce lieu se veut rassurant. L'autre défi pour ce maquis, comme pour tous les autres lieux de réjouissance, sera de faire respecter la distanciation physique à un moment où les uns et les autres ont plus que jamais besoin de se sentir proches. Oui, ça se prépare bien. Sauf que c'est un peu difficile avec le Covid-19, mais on essaie de faire avec et sensibiliser les gens sur le port du masque. Bien sûr, on a toujours respecté les distances. Mais bon, vous savez, c'est un peu difficile. Mais on fait quand même avec. Vous demandez le masque d'abord avant que les gens rentrent ici? Non, je ne demande pas. Mais la plupart des gens quand même portent le masque. Mais ça, c'est une habitude parce que même pas le Covid-19, avec la poussière qui est dans ce pays-là, le port du masque, c'est bien. Si aucune restriction n'a été émise en cette fin d'année, le gouvernement appelle les Burkinabés à plus de responsabilités. Il ne faut surtout pas que la ferveur des fêtes l'emporte sur les mesures préventives. 2020 s'achève, 2021 est presque là, une nouvelle année pleine d'espoir pour le tout nouveau chef de file de l'opposition politique. Il n'a certes pas encore filé ses attributs de CIFOP, mais Edi Komboyogo annonce déjà les couleurs de son mandat. Pour 2021, il veut le retour des exilés politiques afin d'engager le processus de réconciliation nationale. La réconciliation nationale, mais aussi la paix et la sécurité sont entre autres les vœux du président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Abdou Aziz Sari.
Il n'est pas encore installé officiellement, mais il a tenu tout de même à formuler des vœux en tant que nouveau chef de file de l'opposition politique burkinabé. Attaché à la paix et à la concorde nationale, Edi Kombego souhaite que le nouvel an qui s'annonce soit celle d'une vraie réconciliation nationale, marquée par le retour de tous les exilés politiques. Je saisis l'opportunité pour renouveler de manière solennelle mon appel au président du Faso d'organiser des états généraux sur la réconciliation nationale, des états généraux sur la paix et la sécurité, des états généraux sur la relance économique. Ces états généraux sont les conditions sine qua non de nos aspirations de dignité, d'humanisme et de solidarité pour un retour de tous les exilés politiques de notre pays et une cohésion nationale. Le président du CDP l'avoue, 2020 n'a pas été facile pour son parti, durement éprouvé par des crises internes. Mais en dépit de ces difficultés, il a réussi à occuper la seconde place à l'issue des élections. Un exploit qu'il dédie à ses militants et sympathisants. Je saisis l'opportunité pour remercier le peuple burkinabé qui a su se surpasser malgré les difficultés pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Merci pour la confiance placée aux candidats du CDP et pour les 20 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Dans son discours, le nouveau CFOP fait une mention spéciale aux agents de santé, eux qui ont été aux avant-postes dans la lutte contre la Covid-19. Je réitère mes vives félicitations et mes encouragements au personnel soignant qui est toujours au chevet des malades et veille nuit et jour pour leur apporter soulagement et la guérison. Votre abnégation à combattre la maladie à coronavirus et les autres maux est salutaire. Tout en souhaitant une bonne et heureuse année au peuple burkinabé, Edi promet d'assumer pleinement son rôle de chef de file de l'opposition politique à travers des critiques constructives. Cet autre appel au chef de l'État au lendemain de son investiture, il vient du CIFOEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, demande à Roch Marc Christian Kaboré de revoir sa gouvernance économique. Dans une déclaration ce matin, l'organisation accuse la gouvernance MPP et alliés. Avec des chiffres à l'appui, elle fait cas de mauvaise gestion des finances publiques. Durant le quinquennat passé, manque de transparence, corruption, train de vie onéreux, le CIFOEB a passé en revue toute la gestion du pouvoir actuel. Rémi Lambert-Nébier. Réinvesti pour un mandat de 5 ans, le président du Faso devra absolument regarder dans le rétroviseur pour rectifier le tir sur certains aspects de la gouvernance de son mandat achevé. Et dans ce rétroviseur cliente la gestion des finances publiques. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, CIFOEB, déclare que le sentiment de négligence et de banalisation dans la gestion des finances publiques a atteint son point d'orgue durant les 5 dernières années. Se fondant sur les multiples analyses et données disponibles, le CIFOEB relève le manque de transparence dans la gestion des deniers publics au Burkina. L'évaluation du CIFOEB du niveau de transparence à travers son outil d'évaluation indique que sur l'exercice budgétaire 2019, le niveau de transparence s'établit à 4,52 points sur 100 contre 48,20 sur 100 en 2018, soit un recul de 2,68 points sur 100. Ce faible niveau de transparence et de participation des citoyens à la gestion des ressources publiques conduit à un gaspillage des deniers publics et favorise le détournement ainsi que la corruption. Pour International Budget Partnership, IBP, dans ses évaluations, il montre qu'en 2019, le Burkina a enregistré un score de 31 sur 100, 0 sur 100 et 43 sur 100 respectivement dans les domaines de la transparence, de la participation du public et le contrôle budgétaire. Ce manque de transparence entache l'exécution budgétaire, notamment dans le domaine de la commande publique où flirte opacité et mépris des procédures selon le CIFOEB. Des analyses de CIFOEB sur les procédures de passation des marchés publics relèvent que 3 marchés sur 4 sont passés sans publicité, limitant ainsi la densité de la concurrence et partant les gains espérés d'une concurrence pure et parfaite.
En considérant le volume global des marchés exécutés par les ministères et institutions de 2017 à 2019, il est constaté un retard d'exécution dans 315 marchés en moyenne par an, soit un taux de 11,28%. Dans le processus d'élaboration des textes fiscaux, seuls interviennent donc les techniciens du ministère de l'économie, des finances et du développement et l'Assemblée nationale. Les avis des acteurs d'un secteur d'activité devant faire l'objet d'impositions budgétaires ne prennent connaissance de l'impôt ou de la taxe qu'ils doivent payer qu'après le vote de la loi des finances. Plus qu'un signal à donner sur sa volonté d'instaurer une gouvernance vertueuse, le CIFOWEB estime que tous les segments de la gouvernance des finances publiques doivent être soumis aux mêmes exigences de transparence, y compris la gouvernance sécuritaire. La situation sécuritaire actuelle évoque la nécessité d'envisager une autre forme de gouvernance dans le secteur de la sécurité et de la défense, autrefois hors des débats et au nom du secret défense. Ce secteur doit faire l'objet de débats publics, même s'il est vrai que les questions de défense et de sécurité sont des domaines réservés. Il n'en demeure pas moins que les exigences de bonne gouvernance s'imposent à tout service public et à ses animateurs. Cet appel du CIFOWEB à recadrer la gestion des finances publiques s'est aussi adressé à la haute autorité. La promesse de réduire le train de vie de l'État est restée vaine, selon cet organe de veille citoyenne, qui note même une exagération à travers la création d'institutions budgétivores et l'organisation de cérémonies ostentatoires. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget invite le président investi à œuvrer au cours de son nouveau mandat à la mise en place de mécanismes de contrôle démocratique et citoyen à tous les niveaux de la gestion publique ainsi qu'à l'achèvement de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. 2020, c'est surtout cette crise sanitaire de la Covid-19 qui a secoué l'humanité dans le Burkina Faso. Alors quand on parle du bilan au ministère de la Santé, le mot coronavirus n'est jamais loin. La réponse à la Covid-19 est certes le combat le plus en vue, mais force est de constater que les défis étaient nombreux au département du professeur Claudine Lougué. À l'heure du bilan, les acteurs sont unanimes. Le ministère de la Santé a été résilient malgré le contexte. Justin Amonto. La Covid-19 a fait du ministère de la Santé le département le plus en vue en 2020. Le ministère au plus grand défi. Deux référentiels, à savoir le plan national de développement sanitaire 2011-2020 et le plan national de développement économique et social 2016-2020, ont permis au département de Claudine Lougué d'être résilient face à la crise sanitaire dans le pays. En plus de ces référentiels, plusieurs autres stratégies de lutte contre les problèmes de santé prioritaires pris en charge par le ministère de la Santé arrivent à échéance. Il s'agit, entre autres, du plan stratégique de lutte contre le paludisme, du plan stratégique intégré de lutte contre les maladies non transmissibles et du plan stratégique de lutte contre la tuberculose. Concernant la gestion de la Covid-19, il y a eu des polémiques autour du traitement avec la pilvirine contre cette pandémie. Le ministère de la Santé a suivi de près cette affaire. Le ministère suit de près. Le ministère travaillera à apaiser le climat pour que tous les acteurs, parce que chacun veut apporter sa contribution pour la résolution des problèmes de santé des populations. Donc le ministère va jouer le rôle tampon pour que tous ces acteurs-là se retrouvent afin que la santé des populations soit préservée. Récemment, dans la région du centre-nord, des cas d'hépatite E ont été détectés. Une situation sur laquelle le ministère s'est vite penché. Dès les premiers cas, avec l'OMS, nous avons investigué. Des échantillons sont partis à l'extérieur. Nous sommes toujours au stade d'investigation, mais des actions ont été prises sur les lieux. Vous savez, l'hépatite E, c'est souvent d'origine des investigations, ça peut être d'origine hydrique et nous pensons que c'était cette origine-là. Des actions ont été menées avec les populations, avec tous les acteurs du système de santé au niveau régional. Cette deuxième session 2020 du Conseil d'administration du secteur ministériel est le lieu pour ces acteurs de la santé d'échanger pour l'élaboration d'un nouveau PNDS 2021-2030.
Même exercice de redevabilité au ministère du Développement de l'économie numérique. De 2016 à 2020, le Burkina Faso s'est doté d'infrastructures de qualité en matière de communication électronique. C'est le ministre Adja Fatoumata Ouattara qui fait l'annonce. Ce n'est pas la seule réalisation en faisant le point de son plan d'action 2018-2020. C'est un satisfecit général qui se dégage. Archimed Boy. De 2016 à 2020, le Burkina Faso s'est doté d'infrastructures de qualité en matière de communication électronique. Le pays s'est engagé dans la mise en place de la fibre optique et d'un schéma d'aménagement numérique sur 10 années. Ces réalisations sont à mettre à l'actif du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes qui a tenu ce 22 décembre son CACEM, Conseil d'administration du secteur ministériel. Nous avons aujourd'hui plus de 7000 km de fibre optique. La contribution de l'État et aussi la contribution des opérateurs privés. En 2016, je dois rappeler que nous avions à peine 1500 km de fibre optique. Et après donc la construction de fibre optique, nous avons nous avons travaillé à augmenter la bande passante internationale qui est passée de 12,3 gigabits à aujourd'hui à plus de 60 gigabits. À cela, il faut ajouter la mise en service de 8 nœuds cloud portant à 101 services déployés sur la plateforme cloud, ainsi que l'organisation du forum sur la gouvernance de l'Internet. Et à côté, il y a des instruments, des infrastructures stratégiques comme le point d'atterrissement virtuel. Nous sommes un pays enclavé et nous avons construit un premier point d'atterrissement virtuel à Ouagadougou et nous avons dupliqué la même infrastructure à Bobo-Dioulasso. Nous avons à côté donc du PAV implémenté le point d'échange Internet pour fluidifier donc les communications électroniques et nous avons travaillé aussi à renforcer l'administration électronique. Pour les années à venir, le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes va mettre l'accent sur l'utilisation des logiciels libres pour diminuer les coûts d'acquisition des licences. Objectif, renforcer la souveraineté numérique du Burkina Faso. Au département des transports et de la mobilité urbaine, les lignes ont également bougé, notamment avec l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, qui bénéficie d'un nouveau siège, un bâtiment flambant neuf, bâti sur une superficie de 1800 mètres carrés, de quoi améliorer les conditions de travail des agents en charge de la lutte contre l'insécurité routière. Abdou Aziz Saré pour plus de précisions. Elle ne veut pas rentrer dans la nouvelle année avec de vieux habits. C'est pourquoi l'Office national de sécurité routière ONASER déménage dans son nouveau local. Un bâtiment flambant neuf situé à Ouaga 2000, non loin de son ancien siège. Bâti sur une superficie de 1800 mètres carrés, cet immeuble se veut un temple d'idées, de réflexion et d'actions concrètes pour l'amélioration de la sécurité routière au Burkina Faso. L'ONASER travaille sur la base de documents stratégiques et son cœur de métier, comme vous le savez, c'est la sécurité routière, avec aussi l'exploitation, l'amélioration de l'exploitation du réseau routier et la contribution à la fluidité du trafic. Alors pour 2021, dès lors que le personnel pourra intégrer donc ce nouveau bâtiment, c'est donc de poursuivre les différents challenges. Et pour son cœur de métier, le maître mot, c'est la réduction du nombre des accidents, c'est la réduction également de la gravité des accidents. Composé entre autres de 47 bureaux, d'une salle de télésurveillance du trafic et de 4 salles de réunion, ce joyau est selon le ministère des Transports l'expression visible d'un vaste programme d'amélioration des conditions de travail entamé depuis 2016 au sein de l'Office national de sécurité routière. Aujourd'hui, nous inaugurons ce joyau. C'est un bâtiment de 4 niveaux qui permet justement désormais, à partir de maintenant, au directeur général et à l'ensemble de ses principaux collaborateurs d'être unis sur un même site et de pouvoir travailler rapidement à harmoniser leur vue pour pouvoir aller au charbon et faire en sorte que la politique nationale en matière de lutte contre l'insécurité routière puisse être efficace. Nous voudrions
voulons simplement les inviter à en faire vraiment un bon usage et faire en sorte que ce bâtiment-là puisse permettre au personnel de pouvoir s'épanouir et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour 2021, l'une des priorités de l'ONASER sera l'instauration de matières sur la sécurité routière dans le système éducatif. Et vous savez que le ministère de l'Éducation nationale est un partenaire privilégié. Donc il s'agit de travailler avec ces techniciens-là pour aboutir à faire prendre en compte au titre des matières émergentes donc cette question de sécurité routière. Parce que le combat que nous devons gagner, que nous devons absolument gagner, ne saurait être gagné si nous n'inscrivions pas dans le comportement des plus jeunes justement ces valeurs incarnées par les dispositions du Code de la route. Près de 2 milliards de francs CFA, c'est le coût total de cette infrastructure. Son inauguration marque également le lancement des journées portes ouvertes de l'ONASER. Cela vous coûte-t-il? Permettez-moi sur cette note. Des acteurs politiques de tous les bords dans une même salle pour parler de changement générationnel au Burkina Faso au lendemain des élections du 22 novembre dernier. Une initiative du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, qui, dans le cadre de ses missions, a initié ce qu'il appelle le village démocratique, un cadre regroupant différents acteurs et organisations intervenant sur le champ démocratique. Archimède Boy. La salle de conférence du CBC, Conseil burkinabé des chargeurs, transformée pour la circonstance en un village de la démocratie. Hommes, femmes, acteurs de la vie politique s'y retrouvent pour débattre sur la rupture générationnelle et la recomposition du paysage politique après le scrutin du 22 novembre dernier. Initié par le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, cette rencontre est une réussite selon les organisateurs. Nous sommes satisfaits parce que nous avons pu regrouper des jeunes, des femmes, des acteurs politiques, des acteurs institutionnels pour discuter sur des questions d'actualité. Voilà, qui parle de rupture ou transition générationnelle, c'est un sujet d'actualité où, on trouve quand même qu'après ces élections, il n'y a pas eu un renouvellement de la classe politique et il y a d'autres personnes qui le réclament. Donc il faut se trouver une place et pour cela, il faut des formations, il faut des sensibilisations, il faut une prise de conscience de l'ancienne génération comme la nouvelle génération. Luc Marius Ibriga, contrôleur général d'État, est l'un des panélistes de ce cadre d'échange. Selon lui, la reconfiguration de la scène politique burkinabé est en marche depuis les dernières élections. Il préconise maintenant la réduction de l'achat de conscience et la rationalisation des ressources financières lors des campagnes électorales. On peut dire qu'il y a une nécessité de rationalisation du paysage partisan parce que ce qu'on a vu lors des élections dans un environnement analphabète est vraiment éprouvant pour l'électeur et il faut également que l'on fasse en sorte que l'argent ne vienne pas polluer le jeu politique. Pour cela, il y a nécessité d'un encadrement du financement privé et il y a une nécessité du plafonnement des dépenses de campagne. La participation politique des femmes et des jeunes a également fait l'objet de débats au cours de ce panel qui est à sa 3e édition. Une initiative soutenue par l'ambassade du Danemark et l'ONG Oxfam. Cet autre principe de la démocratie qui veut que les droits de l'homme soient respectés, même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ainsi, les organisations de droits de l'homme n'hésitent pas à accuser les États africains d'avoir violé les règles. Le Burkina Faso a maintes fois été accusé, notamment par Human Rights Watch, d'exécution sommaire. Ce 29 décembre, le ministre des Droits humains a réagi à ces accusations. C'était en marge du 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Archimède Boy. Le Burkina Faso est confronté à des attaques terroristes depuis 5 années. Pour contrer l'hydre terroriste, le pays a lancé des séries d'offensives. La dernière en date est celle qui a neutralisé le 24 décembre dernier 10 terroristes dans l'ouest du pays, selon un communiqué de l'état-major des armées. Dans cette lutte contre la menace terroriste, les forces armées nationales ont été interpellées par Human Rights Watch.
L'organisation les accuse d'exécution extrajudiciaire dans la région du Nord. Face à ces allégations, la ministre en charge des droits humains se veut claire. Si ces accusations sont avérées, les concernés subiront la rigueur de la loi. Propos tenus en marge du 72e anniversaire de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme. Le gouvernement ne cherche à protéger personne. Si nos forces de défense et de sécurité sont responsables de violations des droits humains, ils vont répondre devant les juridictions de leurs forfaits. En initiant ce panel, le gouvernement réalise ainsi son engagement de promouvoir et protéger les droits humains. Ce 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est placé sous le thème « Reconstruisons mieux, défendons les droits de l'homme ». Un thème en lien avec l'impact de la Covid-19 sur le respect des droits humains. Et si vous avez vu au niveau du Burkina Faso, pour faire face à cette crise, le gouvernement a eu à prendre des mesures restrictives de liberté. Et quand on dit mesures restrictives de liberté, ça touche aux droits de l'homme. Et pour atténuer également ces mesures, les effets de ces mesures sur l'être humain, le gouvernement a encore pris des mesures additionnelles pour alléger ces effets sur la population burkinabé. Cette activité bénéficie du soutien de plusieurs partenaires dont le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. La Journée internationale des droits de l'homme est commémorée dans le monde entier le 10 décembre de chaque année. Deux pays, un même défi, celui de la lutte contre le terrorisme. Le Mali et le Burkina Faso renforcent leurs liens pour plus d'efficacité sur le terrain des opérations. À la 7e réunion du comité mixte de suivi de l'accord de coopération militaire et technique entre les deux pays, la question a été abordée. Roméo Koïta. Dans cette salle sont réunis forces armées burkinabées et leurs frères d'armes du Mali voisin. Objectif : revisiter l'accord de coopération militaire et technique signé entre les deux pays en 2006. Au moment où ces deux États sahéliens font face à l'hydre terroriste, il sied de coordonner les actions pour plus d'efficacité, dira le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso. Le général Moïse Minougou, qui a présidé les travaux, exprime sa disponibilité à accompagner le comité de suivi de l'accord cadre de coopération. Pour ma part, messieurs les experts, je puis vous assurer de ma totale disponibilité à œuvrer pour le renforcement de la coopération entre nos armées et en particulier entre nos unités déployées dans les zones frontalières et vous renouveler mon engagement à conduire des opérations conjointes bilatérales. Cet accord militaire a permis aux deux pays de mener des opérations conjointes au niveau de la frontière commune entre 2018 et 2019. Et le bilan est plutôt satisfaisant selon le patron de l'armée burkinabé. Au cours de cette 7e session du comité mixte de suivi de la coopération qui se tient à Ouagadougou, il est question de faire le point de la précédente réunion tenue l'année dernière à Bamako et d'élaborer des recommandations pour les futurs chantiers communs. Les commandements militaires maliens et burkinabés attendent des experts des propositions réalistes et réalisables qui permettent aux deux armées d'engranger des résultats concrets sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Les derniers adieux de Pierre Buyoya, l'ancien président burundais, décédé le 17 décembre dernier de la Covid-19, a reçu les hommages des autorités maliennes. Le Mali, où l'ancien haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel a souhaité être inhumé, son épouse et ses enfants, ainsi que des personnalités de haut rang ont pris part à la dernière messe dite à l'endroit du défunt. Le récit de Benjamin Kwame. Dernière messe du président Buyoya à la cathédrale Sacré-Cœur de Bamako. Parents, amis, anciens collaborateurs, tous sont là pour un instant de prière et d'hommage avant de l'accompagner dans sa dernière demeure.
Pierre Buyoya, ancien président du Burundi de 1987 à 1993, était aussi un fervent chrétien catholique. Si je devais résumer l'empire de M. Buyoya en 2 mots, je dirais Pierre le croyant, un vrai. Ses occupations ne l'ont jamais empêché de participer à la messe. Celui qui a dirigé également le Burundi de 1996 à 2003 s'était vu confier la MISMA, la mission de stabilisation du Mali, en octobre 2012. Sa disponibilité et son expérience mise au service du Mali ne laissent pas indifférents les hommes politiques et les autorités du pays. La mémoire de l'homme est honorée. Pour représenter le gouvernement du Mali, qui exprime sa profonde gratitude au président Buyoya pour tout ce qu'il a fait ici. Donc nous sommes aujourd'hui très solidaires de la famille. Le président Buyoya a été là depuis le début de cette crise multidimensionnelle au Mali pour nous aider vraiment à résoudre. Il a mis sa grande expérience d'ancien chef d'État à notre disposition. C'était un grand homme, un homme très discret. Vous savez, dans la vie politique, souvent il faut faire du bruit. Et moi j'ai appris en le côtoyant que la discrétion c'est aussi une qualité de grands hommes. L'homme a servi également comme diplomate pour la paix au Sahel. Ses efforts sont salués par des institutions africaines. Et je suis ici à Bamako, aujourd'hui pour représenter le président Moussa Faki Mahamat, qui est président de la Commission de l'Union africaine. Je peux témoigner que c'était un fervent défenseur de l'unité, de l'intégrité territoriale du Mali. C'est un regret terrible parce que c'est une mort subite et on s'y attendait le moins. À la période où on avait besoin encore de son expérience, c'est un grand chef d'État, c'est un grand panafricaniste et un grand faiseur de paix. Donc c'est vraiment très douloureux pour toute la communauté de la CEDEAO. De nombreux citoyens maliens dans ce long cortège accompagnent le président Pierre Buyoya au cimetière catholique de Bamako où il y reposera désormais. Fin de ce journal, le tout dernier de l'année 2020. Bonne et heureuse année 2021 à chacun de vous. Ne décrochez surtout pas, restez connectés sur la télévision BF1. À partir de 21h, comme chaque année, nous vous proposons une émission rétrospective de l'année: politique, sécurité, économie, santé, front social, culture, sport. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Analyse, commentaires, décryptage avec nos pertinents invités. Dr Abdul Karim Saïdou, Dr Asablaga Seydou Edraogo, Abdul Karim Sango, l'expert en sécurité Mahamadou Savadogo, entre autres. Le tout dans une ambiance bon enfant animée par le groupe Gombo.com et l'artiste à la voix Suave Nourat. C'est donc tout à l'heure à 21h. Belle soirée sur BF1. Bonsoir.